Je voudrais tout de suite demander à Catherine Lethier pourquoi avoir commandé cette étude sur la télévision étrangère et non pas en France. Pourquoi? Mais parce que, en fait, la télévision en France, comment dire, on n'avait pas forcément l'outil tout de suite pour analyser ça. On a beaucoup d'études sur l'audience des fictions en France. On avait l'impression qu'il y avait, comment dire, que déjà il fallait commencer quelque part. Effectivement, ça serait intéressant de faire la même chose en France. On est aussi partie prenante. Là, c'était vraiment pour commencer la conversation et avoir une... Ah, pardon. Commencer la conversation par peut-être effectivement un sujet qui est plus... qui nous touche moins directement, mais déjà avoir des idées de contexte. Enfin, moi, je suis surprise dans le métier que je fais, parce que souvent, on cite en référence ce qui se passe ailleurs, mais en fait, on se rend compte qu'on a une connaissance très, très partielle de ce qui se passe ailleurs. Donc, ça nous semblait important au départ d'avoir... D'abord, on avait en tête de dissiper un certain nombre de choses, de voir un petit peu quelle était l'atmosphère générale sur ce sujet avant de nous positionner, enfin, nous, France Télévisions, et même la France en particulier. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on pressent, parce qu'on le sait dans toutes les études sur les programmes internationaux, qu'il y a quand même des grosses différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, par exemple, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, plutôt que de... Voilà, on voulait avoir le plus d'informations possible sur le contexte avant de se situer. Et au final, voilà, je sais pas si... Enfin, je pense que ça peut effectivement entamer une conversation intéressante. Et donc, est-ce que les fictions françaises sont très éloignées de ce qu'on vient de voir? En termes d'équilibre homme-femme? Oui. Franchement, je pense pas. Non, sur les séries récentes. Après, les fictions françaises sont très différentes de ce qu'on a vu pour plein d'autres raisons, pour des raisons industrielles. Mais en termes d'équilibre homme-femme, de représentation, je suis pas sûre. Peut-être, enfin, Virginia. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, Virginia? D'abord, parce que comme Catherine, j'étais partie avec intuitivement en disant comment on va prendre ça, parce que les femmes ont l'air d'être très représentées eux aussi en fonction du marché, c'est-à-dire les femmes regardent les fictions, donc il y a des histoires de femmes, etc. Et en même temps, moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est le discours des directeurs ou de certains directeurs de fiction à l'étranger. Par exemple, je me souviens en Allemagne, pour la chaîne ZDF, il m'a dit, oui, bon, les femmes courageuses, etc., c'est bien, ça plaît à tout le monde, mais quand même, ce que les femmes préfèrent, c'est les femmes sacrificielles. Regardez, donc quand on met une femme sacrificielle, ça, c'était un des premiers entretiens que j'ai eu. Je me suis dit, c'est quand même un peu... c'est quand même très... c'est une position assez cynique. Et en fait, en étudiant le contenu des émissions, c'est vrai qu'il y a toujours un peu... On sent que le stéréotype est toujours à fleur quand même, mais qu'il y a de super personnages de femmes qui sont des femmes d'aujourd'hui et qui permettent de gommer un peu cette espèce de casserole qu'on garde aux personnages féminins. Marlène Coulanguli, vous étudiez justement l'image de la femme dans les médias. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses. Tenez, je vous donne le micro. D'abord, on va peut-être éviter de parler de l'image de la femme. Puisque le singulier, bon, on le sait depuis le temps qu'on réfléchit sur ces questions, tend toujours à essentialiser le personnage féminin, alors qu'il n'y a pas une femme, il y a des femmes multiples, exactement comme il y a des hommes multiples. Donc simplement sur un plan terminologique. Alors concernant ce qui se passe en France, les chercheurs français qui travaillent sur les fictions montrent à peu près la même chose. C'est-à-dire d'une part la sous-représentation des femmes dans les rôles titres. C'est ce que moi j'appelle le syndrome Superman. L'homme est toujours le héros. La femme seule a beaucoup de mal à être une héroïne en tant que telle. La fameuse Lulu Vroom Vroom dont on parlait lors du colloque de juillet, ça marche pas trop. Donc dans le rôle titre, on a majoritairement des hommes. En revanche, ce qui est intéressant pour les femmes, ce sont les séries chorales où elles arrivent effectivement à asseoir une part un petit peu plus importante et un petit peu plus complexe au niveau des rôles qui leur sont dévolus. Donc on a là quelque chose de tout à fait similaire. Et je voudrais quand même revenir sur le paradoxe qui sous-tend cette disparité, puisque, comme vous l'avez bien souligné, les femmes sont le premier public des fictions.
Donc elles sont très largement majoritaires dans le public des fictions, des femmes adultes de milieux plutôt populaires ou classe moyenne, en gros. Alors il y a là quelque chose qu'il faut quand même interroger. Comment se fait-il que les femmes étant majoritaires dans le public de ces fictions, les héros masculins restent prioritaires, notamment dans les rôles titres. Je crois qu'on retrouve là quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres domaines, hein, c'est-à-dire que le masculin apparaît comme fédérateur. En d'autres termes, il est peut-être encore aujourd'hui plus facile pour une femme de se projeter dans du masculin que, si on inverse la proposition, pour un homme de se projeter dans du féminin. Et ça tient à des choses extrêmement anciennes, c'est-à-dire que depuis l'origine, le féminin est construit comme spécifique, alors que le masculin est construit comme quelque chose d'universel, donc de neutre. Donc on retrouve là quelque chose qu'on retrouve aussi en politique. Pourquoi est-ce que les femmes sont moins ou plus difficilement élus que les hommes? C'est probablement en partie pour ces raisons-là. Donc, un phénomène qui me paraît globalement convergent en France avec les éléments que vous avez mis en avant concernant les fictions européennes. Mais je partage l'interrogation de ma voisine sur les raisons pour lesquelles vous êtes partie sur l'Europe et pas sur la France. C'est vrai que ça m'interpelle aussi. Parce qu'en en fait, en France, tout de suite, on aurait été tenu à, à une précision très, très importante, ce qui est le cas aussi à l'étranger. Mais déjà, l'idée, c'était de déblayer le terrain et de voir un petit peu dans quel contexte on se trouvait. Alors c'est vrai que la démarche peut surprendre, mais c'est un premier pas, comme beaucoup de choses qu'on a annoncées ici. Il n'y avait pas de master plan derrière, si ce n'est qu'effectivement, moi je savais qu'avec les outils dont on disposait, on pouvait apporter des éléments nouveaux à vous tous aujourd'hui en regardant l'étranger, alors que pour la France, il nous aurait fallu plus de temps pour faire, parce qu'on aurait dû faire une étude exhaustive sur l'ensemble des choses et pas seulement la télévision publique et pas seulement. Donc ça aurait pris beaucoup plus de temps, ça aurait demandé des moyens qu'on ne pouvait pas mobiliser dans ce laps de temps. Cela dit, j'entends bien ce que vous dites et effectivement, ça me semble. On fait par ailleurs aux études de France Télévisions beaucoup de choses sur les fictions et comme tous les genres de programmes. Mais penser des analyses, on n'a pas agrégé, à ma connaissance, une étude française sur la représentation des femmes dans la fiction. C'est sans doute quelque chose qui va suivre. Voilà. Oui, Jean-François Boyer, on parlera plus tard, la prochaine table ronde du Village français, mais vous êtes ici le seul homme et vous êtes producteur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est difficile de mettre à l'image, de mettre à l'antenne une femme dans un rôle titre? Qu'est-ce que vous en pensez? Au risque de vous surprendre et de vous heurter, mais j'espère que j'aurai le temps de m'expliquer, on ne se pose pas du tout la question comme ça. C'est-à-dire que, et quand je dis nous, c'est plutôt les scénaristes, ce qu'on appelle les fameux showrunners, les auteurs principaux de séries, mais en lien très fort avec le producteur, ce qui est caractéristique de la télévision par rapport au cinéma. Donc ce poids fort du scénariste, des scénaristes et un peu du producteur. On cherche d'abord à raconter un univers cohérent. Et donc il y a des séries avec un point de vue d'auteur, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire, avec un point de vue très fort, très cohérent sur le monde. Et ce point de vue très fort, il doit refléter les névroses de l'auteur. Et ces séries d'auteurs avec point de vue très fort, j'espère que c'est le cas du Village français, elles ne se posent pas du tout la question du politiquement correct, de la bien-pensance, de la façon de parler de tel ou tel sujet. Alors, pour le Village français, c'est un peu le problème est biaisé, puisqu'effectivement, on raconte la femme, la France, et la femme de 1940. On va parler plus particulièrement du Village français dans la prochaine table ronde. Donc c'est vraiment un peu là, c'est un peu des généralités sur les femmes dans la fiction française. Et donc, je veux dire, au moment où ce que vous voulez me dire, c'est que vous n'êtes pas au service d'une idée, mais d'une histoire. D'un point de vue d'auteur, d'une œuvre. On cherche d'abord à rencontrer le cœur du public en faisant une œuvre de qualité qui fédère un large public. Et par ce biais qu'on respecte la névrose, je vous le dis bien, de l'auteur qui cherche un univers cohérent. Mais est-ce que par exemple toutes ces fictions étrangères, est-ce qu'elles ont été pensées en amont? Est-ce qu'on a réfléchi à on veut un rôle de femme pour intéresser les femmes, etc. Ou juste c'est une histoire avec un rôle titre? Comment ça c'est? Pas du tout. C'est vraiment exactement ce que dit Jean-François Boyer. C'est
tous les directeurs de fiction des chaînes, tous les programmateurs, etc., ont dit c'est un point de vue d'auteur. Jamais, on n'a aucune directive et aucun a priori pour... on n'a pas cherché à faire pas du tout. Une femme divorcée, Non, qui a pas des du enfants, tout. etc. Il n'y avait pas... Non. Alors, si on raffine, et là, pour le coup, je vais heurter une partie de l'assistance, et c'est pas grave, je suis là pour ça, je crois quand même qu'on peut dire qu'il y a deux catégories de séries. Vous avez des séries françaises ou étrangères, hein, avec un point de vue d'auteur très fort, et qui sont plus intransigeantes, et puis vous avez d'autres séries, d'accord, qui, pour le coup, sont plus perméables à l'ère du temps, plus influençables, qui sont faites pour d'autres raisons, mais dans lesquelles l'auteur n'est pas suffisamment respecté. Et pour le coup, elles sont plus sensibles à la bien-pensance générale sur les sujets des rapports hommes-femmes, sur les sujets, sur tout un tas de sujets qu'on peut évoquer. Je vais même faire frémir des gens dans la salle, puisque l'auteur principal du Village français, qui s'appelle Frédéric Krivine, m'a autorisé à le citer, entre guillemets, et je vous donnerai son portable pour ceux que ça intéresse. Il le dit lui-même, certaines séries françaises sont antiracistes et défendent des valeurs moyennes de centre-gauche. Elles sont là pour donner du plaisir. C'est très bien, c'est très sain. Il faut aussi des séries comme ça. Mais pour moi, il est important aujourd'hui de bien installer ça. Il y a deux types de séries, en tout cas en France. Des séries qui veulent défendre un point de vue d'auteur très fort et qui ne se posent pas ce genre de questions au moment où elles se créent. Oui, mais et un autre la type de série. question quand même, c'est pourquoi ces séries-là, en même temps, ne traitent pas des rapports hommes-femmes. En tout cas, puisque, comme Elles nous peuvent disait... Alors, c'est la deuxième temps du raisonnement. Il se trouve que sur certaines de ces séries, par ailleurs, la société est bien représentée, notamment la société contemporaine, et elle touche le cœur du public parce qu'elle dit des choses vraies sur la société. Mais ce que je veux simplement vous dire aujourd'hui, on ne se pose pas la question de ce point de vue-là au moment où on écrit la série. Alors, je trouve ça absolument passionnant. Réellement passionnant et assez décoiffant, je dois le dire. Alors, je voudrais simplement revenir sur un paradoxe fondateur. Hein. La fiction, toujours, nous parle du réel. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Hein. Qu'elle veuille adopter un point de vue d'auteur ou qu'elle ne veuille pas adopter un point de vue d'auteur, puisque si j'ai bien compris, avoir des fictions dans lesquelles les femmes ou un point de vue progressiste sur les femmes seraient représentées serait contradictoire avec un point de vue d'auteur. C'est à peu près ce que je pousse. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et si vous avez compris ça, je vous prie de m'excuser. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je pousse un peu votre raisonnement jusqu'à son terme. Je vous demande pas de le faire parce que c'est justement ce que je veux éviter. Bon, mais en tout cas, ce que vous dites bien, c'est qu'il y a des séries qui travaillent des problèmes de société et qui, à ce moment-là, effectivement, poseraient des questions, dont la question des rapports des sexes et la question des femmes, et d'autres, on respecte le point de vue de l'auteur, dans lequel cette question ne serait apparemment pas centrale ou prioritaire. Pas du tout. Heureusement, je vois des gens, des gens du métier dans la salle qui opinent du chef, parce qu'effectivement, on est au cœur du problème là. Comment vous le faire comprendre? Oui, pour illustrer votre propos, moi j'aurais bien voulu que vous nous donniez un exemple d'une série qui a privilégié le point de vue de l'auteur, qui a privilégié la créativité de l'auteur sans se préoccuper d'autres considérations, et citer un exemple d'une série qui serait plus consensuelle ou plus complaisante, c'est-à-dire tenant compte d'un contexte. Une œuvre de commande. Je peux répondre à la première question, pour la deuxième, c'est pas à moi de répondre. La première question, mais je peux répondre, mais c'est une question de goût personnel. Il me semble qu'un Village français, effectivement, la série que nous produisons, défend un point de vue d'auteur. Voilà, un point de vue d'auteur très fort, et qu'on essaye. Par ailleurs, mais je dirais que c'est accessoire, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. On reflète une vision de la société qui correspond à ce qu'était la France de 1940. Alors pour le coup, sur le Village français, le problème est biaisé puisqu'on est en 1940. Donc on essaie de défendre, nous producteurs, un point de vue d'auteur très fort qui est celui de Frédéric Krivine. Si je peux simplement... C'est d'abord notre première obsession. Si je peux rebondir là-dessus, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir quand on parlera du Village français, je crois que même dans les fictions historiques, la situation présente est éminemment prégnante. On n'interroge jamais une situation historique indépendamment du contexte dans lequel on se trouve. Donc moi, je prétends davantage que... Prenons la série Le Floch, pour nous réserver pour tout à l'heure sur le Village français, la fameuse série sur Nicolas Le Floch qui montre donc la société du XVIIIe siècle.
qui apparaît comme une fiction réaliste, minore complètement le rôle des femmes, qui a pourtant été central dans la société du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il y a là une projection, y compris des rapports sociaux, tels que les voient les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs de la série Le Floc, sur une époque historique donnée. Donc je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme ça en disant, bon, je respecte la vérité historique, et donc si les femmes n'ont pas une place centrale dans cette série-là, c'est parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas une place centrale. Je vais poser une autre question à Jean-François Boyer. Pourquoi, même si on respecte le point de vue d'auteur, pourquoi il se trouve que les femmes ne sont pas aussi peu dans les premiers rôles, dans les rôles titres? Comment l'expliquez-vous? Point. Est-ce que forcément un scénario d'auteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes? Pourquoi? C'est un peu bizarre votre raisonnement. Est-ce que vous pouvez élargir à ce moment-là la question à tout un tas d'autres sujets? Est-ce que le monde du travail est correctement représenté dans les séries françaises ou étrangères? Et on peut prendre un certain nombre comme ça de topics sociologiques. Est-ce qu'ils sont correctement ou pas? Je crois que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et aussi, effectivement, la réalité des rapports hommes-femmes. Et donc, je vous pose la question, comment se fait-il que dans les séries françaises, ou les séries tout court, même dans les autres, manifestement les autres antennes, il y ait si peu de femmes, qui aient des rôles titres et qui aient des premiers rôles? Pour quelle raison? Je crois qu'il ne faut pas incriminer trop la télévision. Je veux dire, on est dans une société qui souffre, où et pardon de le dire, les femmes notamment, dans la société, je ne parle pas de la représentation dans la fiction ou la télévision, souffrent plus que d'autres. Ça, c'est la réalité. Et effectivement, notre fiction reflète ça. Voilà. Maintenant, est-ce que dire que c'est la faute de la télévision et qu'il faut incriminer la télévision, c'est pas ce que vous dites. Non, mais c'est juste, je crois qu'on va trop vite. Vous voyez, faire ce constat et essayer de le comprendre. Voilà. Pour quelle raison? Pardon, j'ai l'impression d'être l'affreux macho seul sur scène et de dire des horreurs. Et en plus, c'est pas pour essayer de répondre à votre question, je crois que notre société est traversée de tensions qui sont contradictoires. Il y a effectivement une aspiration à l'égalité qui se manifeste de façon très claire, et si on est là aujourd'hui, c'est bien pour cette raison-là. Mais il y a aussi ce qu'on peut nommer un insu structurellement sexiste qui reste malgré tout dominant parce que nous avons quelques millénaires de domination patriarcale derrière nous. Et alors, ce dont on se rend compte quand on regarde qu'il s'agisse de ces... pour une fois, qu'il s'agisse de ces séries... Je crois qu'on est d'accord sur tout. Qu'il s'agisse... Je ne suis pas sûre. Qu'il s'agisse de ces séries européennes ou qu'il s'agisse de nos séries françaises, c'est précisément ces tensions-là qui sont au cœur de tout cela. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de femmes, effectivement, beaucoup de femmes avec des rôles extrêmement variés. Il faudrait d'ailleurs peut-être aussi parler des rôles masculins, j'espère qu'on y viendra. Mais quand on regarde les choses dans le détail, on se rend compte qu'elles sont en second plan, qu'elles sont peu dans les rôles titres, on en a parlé. On se rend compte aussi qu'elles restent malgré tout affectées à des fonctions, j'allais dire, traditionnelles. Et c'est là qu'on pourrait réintroduire la notion de stéréotype. Alors vous n'avez pas employé le mot de care que vous auriez pu employer quand vous avez dit, par exemple, que les femmes étaient très massivement représentées dans les fonctions relationnelles, dans les fonctions de famille, dans les fonctions de soins aux autres, etc., etc. Or, on sait très bien que l'identité féminine est traditionnellement structurée par ce qu'on appelle le care. Donc ça, c'est un des points qui manifeste justement cette espèce d'impondérable sexiste qui reste extrêmement puissant dans l'imaginaire contemporain. Alors c'est un point, on a parlé disons, du fait que les femmes sont en seconde position. Puis un troisième point qui me frappe quand même, dans tous ces personnages féminins qu'on a vu défiler à l'écran tout à l'heure, la dimension physique est tout de même interpellante, pour employer une forme de néologisme. C'est-à-dire que globalement, ces femmes sont des femmes grandes, minces, peut-être un petit peu plus rondes pour, je ne sais plus, l'infirmière, mais je ne sais pas si c'était parce que j'étais devant ou bon. Mais en gros, jeunes, blanches, cheveux lisses, très agréables, relativement sexy malgré tout, donc travailler par rapport à un regard qui est quand même le regard de la domination masculine. Bon, elles ont des jambes, elles ont une poitrine. Oui, mais on a des hommes qui sont plus âgés. On a des hommes plus âgés.
c'est plus facile. On peut avoir des hommes qui ne sont pas sur exactement le même modèle que les femmes. Je trouve quand même, et c'était quand même tout à fait frappant ici, que l'impératif physique est infiniment plus coercitif pour les femmes qu'il ne l'est pour les hommes. Là, je pense que ça me paraît relativement incontestable. Si vous regardez toutes les séries qui passent à la télévision, enfin, je sais pas, moi, je pense à, c'est quoi, comment ça s'appelle, Boulevard du Palais, hein, qui est une fiction de France Télévisions. La juge est bien mignonne, hein, fragile, blonde, aux yeux bleus, etc. Jean-François Balmer. Alors moi je parle, c'est Balmer qui joue son mentor, non ? Bon, je veux dire, dans le genre sexy, on a peut-être fait mieux, mais je ne sais pas. Il me semble quand même qu'il y a là, encore une fois, une disparité qui est très forte, c'est-à-dire que la contrainte physique pèse toujours bien davantage sur les femmes que sur les hommes. Je voudrais demander à Catherine Lothier et à Virginia Mousler si elles ont quelque chose à ajouter. Et on va passer à notre table ronde suivante pour justement aller un peu plus loin dans les stéréotypes typiquement français, en tout cas dans les séries françaises. Merci. Moi, au risque de déborder un petit peu du propos, je ne voulais pas contredire Marlène Coulon quand elle disait que c'est son ressenti. Hein, en voyant les séries qu'on a montrées, il y avait un fort impact physique. Mais alors, encore une fois, hein, comme je le disais au début, je ne sais pas si vous avez confiance que là, on regarde des choses quand même qui sont assez triées. C'est des fictions d'Europe du Nord, quand même relativement pointues, etc. Moi par exemple, ça ne m'avait pas frappé. Effectivement, ce sont des blondes, mais elles sont toutes un peu... elles n'ont pas 25 ans. Qu'est-ce que ça serait ? Et comme on regarde un petit peu, nous, tous les genres de programmes, je me dis, on a bien fait de commencer par la fiction. Parce que d'abord, c'est très intéressant de discuter de ce sujet, mais si on discutait du divertissement, je ne sais pas ce que vous diriez. Parce qu'en voyant les... Oui. Non, mais là, je trouve que quand même, il faut peut-être raisonner en termes de dynamique. Ce qu'on a vu, alors peut-être on n'a plus le regard suffisamment frais, je veux dire, là-dessus, mais c'est vrai que ce sont des fictions avec des femmes tout à fait avenantes, mais qui quand même se rapprochent du modèle de la femme à peu près normale. C'est tout ce que je veux dire. Bon, on va passer à notre table ronde suivante. Donc, pour lancer la discussion, on va regarder quelques images des séries dont nous allons parler, à savoir Plus belle la vie, Candice Renoir, Petit meurtre d'Agatha Christie et Le village français. Alice, là, mon petit poussin toujours en retard. Mais je suis pas ton poussin, ni ta poule. Et c'est quoi cette manie de tripoter? Il y en a de plus en plus. Ah, les femmes sont romantiques, elles ont besoin de part et d'amour. Oh, mais ta rubrique est un succès, bravo. Tu te fous de moi? Je passe ma vie à répondre à des gosses en mode d'amour et des bonnes femmes cocues pour un salaire minable. Il me faudrait une avance d'ailleurs. Et je te fais que ça, des avances, moi. Tu les refuses toutes. Non, mais c'est toutes les semaines la fin du mois, moi je m'en sors pas. On pourrait trouver une solution un peu plus personnelle. On pourrait surtout me donner un vrai boulot de reporter. À fin de travail, tu parles. On ne propose que des boulots de potiche. Et en plus, faut supporter les mains aux fesses. Ah, t'aurais dû rester femme au foyer, Alice. Et pour le petit dîner aux chandelles, là, t'as réfléchi? T'es pas prêt de me mettre dans ton lit. Ni toi, ni un autre. Vous êtes réellement incroyable, mademoiselle. Oh, je suis désolée. Je savais pas. Enfin, j'avais pas vu que vous étiez là. Vous êtes le nouveau commissaire? Incroyable. Marlène. Dites-moi, vous êtes attaché à ce bureau? Attachée. Comme... Attachée? Bien, disons qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, n'est-ce pas? Attaché émotionnellement par des souvenirs, attaché physiquement, ligoté, ou attaché d'une façon plus administrative, comme une de mes nouvelles attributions, comme une secrétaire attachée à son patron. Je suis secrétaire et je m'attache très facilement.
avec des talons. Il faut faire des petits pas et maintenir la tête bien droite. Bravo, Marlène. C'est vous qui auriez dû être engagée. Qu'est-ce qu'Avril fait ici? Je prends des cours de maintien. Ça se voit pas. Encore une cause perdue? Vous êtes dispensé. Tant pis, hein. J'avais des infos. Attendez, revenez ici. Ou plutôt non, restez où vous êtes. Je vous écoute. Bah non, vous d'abord. Une sorte de lettre d'adieu d'Elvire? Merci. Oh, quelle cruche. Oh non, mais quelle cruche. Elle l'appelle son léopard. Ah, puis ça continue, le bestiaire. Non, ta gazelle souffre à en mourir sous ton regard glacé. On attend des sommaires. Ah, je trouve ça beau. Il faut excuser Avril, elle ne connaît rien à l'amour. Quand un homme essaie de l'embrasser, elle lui colle son poing dans la figure. Mais qu'est-ce que vous en savez d'abord? J'ai été mariée 5 ans. Alors, les surnoms crétins, je connais, figurez-vous. Hein. Et les je t'en supplie ne pars pas aussi. Je savais pas, ça a dû être très dur. Bon, c'est moi qui suis partie. Il s'en remet pas, d'ailleurs. Ah, bien sûr. Comment vivre sans vos qualités de femme d'intérieur? Mais la ferme. Je vais vous faire un petit café. Non, une tisane. Attendez, on va pas... On peut au moins essayer de trouver un médecin. 10 heures de marche minimum. Merde. Mais on va pas le laisser là, comme ça. Je veux rester avec lui. Hors de question. S'il est là, c'est à cause de moi. Non. On n'a pas eu de chance, c'est tout. Allez-y. Faut mettre les armes à l'abri. T'aimes pas ça? Quoi? Posez pour moi. Tu veux dire, est-ce que j'aime rester immobile de longues minutes en attendant tes ordres? Comment dire? Non. C'est pas gentil. Je suis pas un type gentil. Oh. Quand on te connaît bien. Ja. Ah, Ludwig. Endlich. Was, ist das alles? Er hat gesagt, dass morgen mehr sein würde. Major Kollwitz will ein Gespräch zur Sicherheit der Transporte. Und wann? Sofort. Der Teufel soll den holen. Ich bin beschäftigt. Ne? Marie? Oui, monsieur Chouard, je suis là. Je suis là. Je vous dérange pas? Non. Des nouvelles de Laura? Rien depuis sa lettre du 3, mais ça veut rien dire. La radio dit que le courrier marche très mal. J'étais venu chercher 3 poulets pour l'anniversaire de Janine. Il y a un problème avec la boucherie. Vous êtes sûr, je vous dérange pas? Ah non, non, j'étais juste en train d'essayer de déplacer le bahut du salon. Il pèse. Je vais vous aider, moi. Raymond, je crois que tu faisais pas de résistance, toi. Tu m'as encore raconté les chars? Je suis pas censé en parler. Tu essaies d'embrigader le petit, c'est ça? Il est majeur, il me semble. Je peux te parler 5 minutes? Comme tu veux. Mais t'as pas changé. Toi, t'as changé. Tu mets des pantalons maintenant? Je préfère les femmes de collabo, elles mettent des robes et des bas. Oh les mains, police! J'ai un jeu beaucoup plus rigolo, les enfants. Le premier des deux qui me retrouve ma jupe bleue a le droit de porter ma casquette toute la soirée. C'est moi, c'est moi! Mais pourquoi tu la cherches? Tu vas plus rentrer dedans. File t'habiller, toi, on part dans 10 minutes. Jules, t'as pris ta douche? Comment tu veux, ça fait 1 heure que émaillé. Bon, je vais être claire. Vous avez pas intérêt à me mettre en retard le premier jour. Bonjour! Je suis le commandant Renoir, votre nouveau chef de groupe. On vous attendait pas avant la semaine prochaine. C'est bon, on l'emmène. Non, non, je voudrais le voir, s'il vous plaît. Alors pour ça, fallait se lever plus tôt ce matin. Ok? On y va. Reposez-le. Bien, vous savez ce qu'on va faire? Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2.
entendu la dame. Parfait. Dingue, je les avais mis dedans. C'est pas de ta faute, maman. La directrice a dû les perdre. Je me souviens, la fiche d'inscription était bleue et j'ai accroché le chèque dessus. On y va, j'ai faim, moi. Vous les avez déchirés. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... Mais c'est pas bon, la cantine. Ouais, nous, on veut manger à la maison avec Mamoulette comme avant. Tu sais bien, mon chéri, que c'est plus possible. Ça sera plus comme avant. Je comprends. Alors, ça veut dire qu'on va manger au McDo? Il est où, le RRP? Oh, tout a changé. Mais c'est quoi, ça? Les relevés bancaires que vous m'avez demandé. Oui, je voudrais aussi les derniers registres de main courante. Ils sont aux archives. Vous cherchez quoi? Sophie Vauquier est peut-être dans nos archives. Je sais pas, une conduite en état d'ivresse, un différend familial, tout est bon à prendre. Ouais, mais la MCI, c'est pas plus simple. La MCI? La main courante informatisée. Oui, je sais. Je sais, mais j'ai oublié les lunettes à la maison, j'arrive pas bien à lire. Ça vous ennuie de prendre ma place? C'est quoi votre code d'accès? Tapez le vôtre. Vous êtes dans un hôpital ici, Madame Marcy est souffrante. Comme par hasard, elle se souvient de rien alors que sa fille a disparu. Je suis désolé, mais moi je marche pas. Blanche souffre d'amnésie post-traumatique et pour l'instant c'est à la victime. Je peux l'emmener au scanner. Je suis sûre qu'elle va se manifester, votre fille. Il y a sûrement une raison toute bête à son absence. Enfin, je sais que c'est facile de dire ça, mais... C'est gentil, mais... Merci. Je suis désolée. Ne vous en faites pas, je comprends. Les gosses, c'est pareil. Ils se rendent même pas compte du souci qu'on se fait. Voilà, des personnages féminins extrêmement divers. Je voudrais demander à Sarah Bellassène, qui est donc la scénariste, une des scénaristes de Plus belle la vie, comment justement se construisent les personnages et est-ce qu'elle répond un peu à des directives? Est-ce qu'il faut une femme jeune, célibataire, une femme plus âgée qui est divorcée? Enfin, est-ce qu'il y a un panel comme ça auquel elle doit absolument correspondre? Il y a deux moments pour créer les personnages. Il y a un moment où on les crée un peu en amont, au cours de séminaires entre auteurs. Et là, on a un petit peu le temps de se poser la question, effectivement, ce genre de questions. Est-ce qu'on a envie d'un nouveau personnage féminin, pas féminin? Parfois, la question du genre se pose pas tellement. C'est plutôt un personnage, je sais pas, un nouveau flic au commissariat, etc. Et puis, on se demande pas, tiens, il manque des femmes, on veut des femmes, ou on veut raconter autre chose sur les rapports hommes-femmes? Non, on se pose plutôt des questions d'histoire, en fait. Quelle histoire on a envie de raconter? Parfois, évidemment, ce sont des histoires qui ont forcément besoin d'un personnage féminin ou plusieurs, et parfois pas du tout, ou parfois c'est un peu beaucoup plus aléatoire que ce qu'on pense, en fait. Tout n'est pas calculé comme ça. Et après, il y a un temps de création de personnages qui est très, très spontané. C'est les jours où on écrit, parce que Plus belle la vie, ça se fait dans une espèce de rythme effréné. C'est un pool on est un pool de scénaristes et on est vraiment pris par le temps, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et donc là, les personnages, vous seriez étonnés, ils naissent vraiment en quelques secondes parfois. On suit cette idée parce que voilà, on a 2 jours réellement pour écrire une semaine de Plus belle la vie. Donc encore moins, je dirais, encore moins dans ces moments-là, on anticipe, on réfléchit. Est-ce que c'est une femme qui a du pouvoir? Est-ce que c'est... Non,
Non, non et non. C'est l'histoire vraiment qui fait le personnage. C'est l'histoire qu'on va raconter. Et voilà, il n'y a pas de... Alors après... depuis que je sais que je participe au colloque, je me suis mise à travailler du chapeau. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, on n'a pas... Il nous manque peut-être, oui, une femme de pouvoir. Bon, on a quand même un commissaire de police, c'est pas... voilà. Une femme noire, voilà. forte. Elle, précisément, je pense qu'elle a été... je m'en souviens plus très bien, parce qu'on a tellement de personnages, mais je pense qu'elle a été imaginée lors d'un séminaire, et peut-être qu'il y avait une arrière-pensée politiquement correcte, sans doute d'ailleurs, quand on a inventé ce personnage. Mais la plupart du temps, ce sont les histoires qui nous mènent, en fait. Et les personnages, ils suivent un peu, quoi. Est-ce que vous avez l'impression de reproduire des stéréotypes ? Parfois, oui. Parfois, oui, tout à fait. C'est volontaire ? Parfois volontairement, ouais. Parfois avec un petit plaisir malsain. Je ne sais pas qui parlait de névrose. J'adore cette idée parce que si on n'est pas névrosé, on n'est pas scénariste, en fait. On fait autre chose. Donc oui, il y a un petit plaisir aussi. Moi, je sais, alors ça ferait hurler certainement ici, mais le mercredi après-midi, on a des réunions où on invente des histoires, des arches narratives. Et il y a quelque temps, il y a peut-être, je sais pas, 6-8 mois, j'avais eu envie d'une esthéticienne particulièrement cagole, parce qu'on imaginait. Donc là, on est dans un stéréotype, on peut pas faire mieux, quoi. Et ce personnage, l'arche a été validée à France 3, ils ont trouvé ça marrant. Et puis finalement, c'est devenu... le casting a été particulièrement réussi, selon moi. La fille est vraiment top. Et c'est devenu cette cagole qui a vraiment mauvais goût, selon les critères, peut-être des critères plus... un peu élitiste. Bon, c'est vrai qu'elle a un goût très particulier dans sa façon de s'habiller, de se maquiller, etc. Elle est pas particulièrement intelligente, mais elle a quand même une sorte de bon sens populaire. Oui, c'est un stéréotype. Quand les femmes sont sottes, on dit qu'elles ont du bon sens. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, non, mais j'assume totalement et j'aime beaucoup ce personnage en plus. Et alors, j'ai cru comprendre aussi que quelquefois vous étiez en but un peu à des réflexions de vos camarades scénaristes. On m'a raconté qu'un jour vous faisiez accoucher une femme, mais qu'on a voulu absolument, racontez-le-nous, d'ailleurs qu'elle accouche dans la douleur, c'est ça ? Oui, mais parce que les trains qui arrivent à l'heure, voilà quoi, c'est pas. On voulait que l'accouchement se passe pas de façon idyllique. C'était pas non plus une catastrophe, mais bon, voilà, il y a eu... parce que sinon, il n'y a pas d'histoire, quoi. Si on doit faire des séquences... en plus, bon, avec la particularité de Plus belle la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément autant de décors que dans une série... je sais pas, enfin, voilà, on fait avec ce qu'on peut aussi, donc... il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, mais vous avez le sentiment de refléter la vie telle qu'elle est et que les rapports hommes-femmes sont ceux que vous décrivez ? Oui, la plupart du temps, oui, j'ai le sentiment que... oui, ça ressemble à la vie. C'est très imparfait, hein, la vie. Vous savez, comme moi, c'est très imparfait. Et puis même dans le travail, hein, moi je suis une femme, il n'y a pas que des femmes. Parfois il y a des accrochages autour de la table parce qu'on travaille en pool d'auteurs. Et, il y a autant de femmes que d'hommes dans vos scénaristes ? Non, il y a un petit peu plus d'hommes en ce moment, mais ça bouge. Enfin, c'est pas. Enfin, les chefs sont quand même des hommes. Mais voilà. Donc ça bouge pas. Non, mais je vous dis, la vie, plus belle la vie, c'est juste le titre. Hein. Dans la réalité, la vie, c'est dur, ouais, c'est dur d'être une femme, c'est dur de se faire entendre, etc. Enfin bon, moi je me sens pas tellement une victime, hein, mais bon, cela dit, c'est vrai que de temps en temps il y a des petites réflexions machistes autour de la table. Pourtant, on est entre scénaristes, normalement des gens des gens. Et les femmes construisent des personnages de femmes, les hommes des personnages d'hommes ? Non, pas du tout. Complètement, non, pas du tout. Non, mais il arrive quand on travaille en équipe de 2 sur les histoires et sur certains sujets, on se dit tiens, c'est quand même bien qu'il y ait un point de vue féminin
pour pas que ce soit trop lourd, justement. Voilà. Donc, voilà. Mais non, c'est pas réparti comme ça, non, pas du tout. Puis, de toute façon, enfin, c'est même pas comme ça que ça se passe. Il y aurait pas le temps pour se dire, tiens, c'est les filles, elles vont réfléchir aux filles. Ça se passe pas comme ça. C'est vraiment, je vous dis, ça va très, très, très vite. Je voudrais demander à Fanny Rondeau, qui est donc conseillère au programme de France Télévisions, pourquoi, dans Petit meurtre d'Agatha Christie, on a changé les personnages et on a voulu mettre une femme journaliste au Courrier du Cœur qui veut devenir un grand reporter, si j'ai bien compris. Hein. En fait, déjà, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et c'est surtout parce que déjà le tandem de comédiens, Antoine Duléry en tête, nous a un peu lâchés au dernier moment. Et ça a peut-être aussi donné un coup de pied dans la fourmilière d'un changement qu'on souhaitait faire peut-être à terme, peut-être pas dans ce timing-là, mais voilà. Donc c'est vrai que avec la productrice, la scénariste, la conseillère de programme et le directeur de la fiction, on a très vite imaginé des choses. Et c'est vrai que ça nous semblait très intéressant de mettre du féminin dans Petit meurtre. Pas pour mettre du féminin, mais aussi parce que ça ouvrait d'autres perspectives. À l'époque, on ne savait pas s'il y aurait une relation romantique ou pas, ou enfin beaucoup de choses, mais enfin, en tout cas, d'amener quelque chose d'un peu différent. Et on s'est plutôt penché sur comment complètement changer les choses dans Petit meurtre. On gardait Agatha Christie, et comme ça, c'est très féminin comme série. Et le fait de le déplacer dans la fin des années 50, c'est un élément très important. De toujours faire de la comédie policière, ça aussi c'est très important, c'est-à-dire qu'en le déplaçant dans cette époque-là, c'est-à-dire 58-59, on est dans ce moment où les femmes ont d'autres aspirations, commencent à s'affirmer, et donc Alice, jouée par Blandine Bellavoir, qui est effectivement l'incarnation d'un personnage comme ça qui rêve d'émancipation, qui rêve d'une carrière de journaliste et qui va pousser la porte du commissaire Laurence pour essayer d'avoir des scoops. Ça nous permettait de montrer cette femme émergente et de l'opposer toujours dans un mode comédie, ça c'est important, et dans le film de genre comédie, à une Marlène, secrétaire un peu plus traditionnelle, très vecteur de comédie aussi, et qui, elle, est très attachée, comme on a pu le voir, à son patron, à une vision un peu plus traditionnelle de la femme à cette époque-là. Donc c'est vrai que nous, on assume totalement d'avoir pris des stéréotypes totaux dans la fiction. Ah oui, complètement, parce que même la mère, c'est une mère abusive, complètement. Homosexuelle, spiritiste. Ça, c'est déjà moins traditionnel. En tout cas, la façon, elle est abusive, mais elle révèle son homosexualité à son fils. Incroyable. C'est des archétypes qu'on assume totalement. Et c'est plutôt le côté ludique de jouer avec ces archétypes qui nous a intéressés, et vraiment une équipe très féminine, hormis Thierry, mais c'est vraiment ça qui nous amusait, c'est-à-dire et finalement aussi de se dire, comment, parce que finalement aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais on peut le voir, il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup évolué dans une certaine forme de machisme. Malheureusement, on le vit, moi je le vis, on le vit tous, et toutes plutôt. Et c'était aussi comment on parle d'aujourd'hui avec ce décalage de la fin des années 50 où tout était finalement possible et impossible, où on fantasmait des choses, on rêvait des choses. Et puis notre héroïne, parce que c'en est une, elle le fait. Et elle est toujours en train de bousculer le commissaire Laurence, elle est toujours en train de le titiller et de trouver sa place. Donc c'est une façon aussi pour nous, le décalage dans l'époque, de parler d'aujourd'hui. Mais vous avez donc décidé de faire un personnage féminin et après les choses en sont découlées. C'est pas l'histoire qui a amené à la construction d'un personnage féminin. Non, parce que le principe des Petits meurtres d'Agatha Christie, c'est toujours de démarrer avec une adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Et puis après, c'est comme Hercule Poirot. Parfois, c'est Hercule Poirot, parfois, c'est Miss Marple. Là, il se trouve que le tandem Larosière-Lampion, on ne pouvait plus les faire jouer. Et on s'est dit, on va mettre du féminin. Mais pas du féminin pour faire du féminin pour ce que ça peut apporter dans la fiction. C'est ça qui est intéressant et on le voit, ça a permis de traiter Agatha Christie de manière totalement différente. Voilà. Et avec vraiment, encore une fois, j'insiste sur ce petit regard et ce petit clin d'œil à aujourd'hui. Voilà. Et concernant donc justement Candice Renoir, Carole Lebert, dont vous êtes aussi conseillère au programme de France 2, comment ça s'est construit, Candice Renoir? Là aussi, on a voulu prendre un rôle titre, on a voulu faire une femme
auront le titre ou pas? Comment ça s'est produit? Oui, on a voulu en effet reprendre un personnage de femme pour créer un divertissement policier. Donc, des femmes flics, il en existe déjà pas mal en fiction française. C'est un personnage qui est né dans l'esprit de sa productrice, Caroline Nassa, qui s'était rendu compte qu'en un certain nombre d'occasions, elle utilisait beaucoup de choses de sa vie quotidienne et de ses compétences en vie quotidienne pour résoudre tout un tas de problèmes, éventuellement de production ou autres. Voilà, donc un jour elle me raconte ça, un déjeuner, et puis on s'est dit, et si on faisait quelque chose, voilà, ça a démarré un petit peu comme ça. Après, il y a toute l'histoire un peu longue d'un projet, d'un appel d'offres et beaucoup de choses, mais ça a donc démarré dans l'esprit de sa productrice. Il y a eu ensuite des auteurs et surtout une scénariste qui a énormément apporté au personnage, et une comédienne, ce qui fait que, oui, c'est une équipe de filles, Thierry est là aussi pour nous accompagner, c'est aussi une équipe de filles qui a créé Candice Renoir, et Candice, le personnage de Candice aujourd'hui se retrouve être un composé de la productrice, de la scénariste Solène Roy-Pagenot et de la comédienne Cécile Bois, qui amène elle aussi, par sa manière d'être, beaucoup d'éléments de fantaisie au personnage. Et l'idée, c'était, bien sûr, c'était de reprendre aujourd'hui une femme policière, mais il s'agissait que ce soit réellement, enfin, ce qu'on pourrait dire, ça a l'air d'être la palissade, mais une femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire une femme qui assume tous les rôles, qui se retrouve à la fois reprendre une vie professionnelle, avoir une triple journée, être mère de famille et avoir une vie de femme, parce que c'était très important pour nous qu'elle ait aussi une vie amoureuse un petit peu complexe, où elle ne soit pas toujours non plus très sûre de ce qu'elle veut faire, de ses sentiments, de là où elle en est dans son divorce, de là où elle en est avec le nouvel homme qu'elle rencontre. Voilà, on voulait que ce soit un personnage qui soit pas toujours sûre d'elle. Elle reprend un métier. Elle a arrêté son métier pendant 10 ans, au moment quand commence la première saison. Elle n'est plus très sûre de sa légitimité, elle n'est plus très sûre de ses compétences. Elle n'est pas non plus toujours sûre de tout réussir avec ses enfants. Elle essaye, elle fait de son mieux, elle fait face, elle navigue à vue. Et puis dans ses rapports aux hommes, c'est pareil, elle se débrouille. Et puis l'idée, c'était de chercher aussi comment créer du divertissement policier en étant ludique, parce que c'est avec un immense sens pratique qu'elle essaye de résoudre les intrigues policières, et pas seulement avec tous les outils de la police d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un stéréotype, ça aussi? C'est un stéréotype, c'est volontairement un stéréotype. La femme avec lequel on s'est amusé. Alors c'est pas de l'intuition féminine. C'est pas de l'intuition féminine. Non, ça n'existe pas, l'intuition féminine. Enfin, sinon l'intuition masculine existe aussi à ce moment-là. Mais le côté pragmatique, en tout cas. C'est le côté pragmatique, ça certainement. Alors c'est un stéréotype, mais de fait. Le fait de voir dans la vie qui est la nôtre à toutes et à toutes, de voir un petit peu tout faire, fait que ce personnage a beaucoup de compétences. Elle a beaucoup de compétences pratiques. Et elle est capable d'utiliser ses compétences pratiques. Ça peut être un problème d'électricité. Ça peut être une bêtise qu'elle a fait quand elle était jeune. Ça peut être quand elle était étudiante. Elle savait bricoler le compteur électrique pour pouvoir, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, pour pouvoir payer un petit peu moins EDF. Et ben, aujourd'hui, dans une intrigue policière, elle est capable de repérer le personnage qui fait ça. C'est pas uniquement des compétences ménagères. Elle a aussi des compétences ménagères qu'on utilise également dans la fiction et dans l'investigation policière, mais elle a des compétences de bricolage, elle a des compétences de chauffeur, elle a beaucoup de compétences en bagnole, en voiture, parce que son père était garagiste et qu'il lui a appris à conduire. Elle a des compétences extrêmement étendues et extrêmement variées, mais elle utilise ce sens pratique avec beaucoup de fantaisie et de manière à être toujours à un endroit où les autres ne l'attendent pas et où ni ses interlocuteurs, ni les suspects qu'elle interroge, ni les personnages de son équipe ne savent ce qu'elle va inventer, ce qu'elle va trouver. Et elle est toujours un petit peu à côté d'eux, un petit peu en avance sur eux. C'est une fausse naïve, c'est une fausse candide, cette Candice. Voilà. Mais bien sûr, on joue avec beaucoup de stéréotypes pour pouvoir s'en amuser et avoir une femme réellement moderne qui est aussi une femme faillible. Thierry Sorel, vous êtes le directeur de la fiction de France 2. Et qu'est-ce que ça fait, justement? C'est une volonté délibérée, parce que là, vous êtes le seul homme de toutes ces équipes dont on nous parle. Oui, je me sens même un peu coupable. Et donc, est-ce que...
vous avez, vous, anticipé et décidé qu'il y aurait plus de femmes dans les fictions En partie, oui, mais on s'aperçoit quand même et on constate qu'il y a un grand mouvement d'évolution dans la fiction depuis ces dernières années, que ce soit des évolutions concernant les formats. On est passé du 90 minutes aux 52 minutes, avec des héros monolithiques, toujours bien pensants et représentants de leur institution sociale, ou l'instit. Maintenant, on a des séries de plus en plus chorales, avec un nombre de caractères et de personnages bien plus variés. Donc nous, on accompagne et on promeut ce mouvement de la même manière. Sur France 2, on cherche à raconter le monde qui nous entoure, donc on ne peut pas s'extraire des grands mouvements et des grandes évolutions de la société. C'est une évidence. Et puis c'est un choix, oui, de notre équipe. Oui, c'est un choix tout à fait volontaire d'avoir des personnages, des héroïnes, et puis des personnages féminins sur nos antennes, qu'elles soient elles-mêmes dans le rôle titre, comme Candice Renoir, ou alors qu'elles soient en duo, parce qu'aussi on a beaucoup travaillé sur des duos masculins-féminins, ça permet de la bonne fiction, ça permet beaucoup d'échanges sur des registres très différents. Donc oui, c'est un mouvement qu'on essaie d'impulser. Et en fait, c'est un peu en contradiction, en tout cas à l'opposé de ce que Jean-François Boyer nous racontait justement, qui est que vous êtes au service d'une histoire et vous n'êtes donc pas en train de construire des personnages. C'est ça, Jean-François? Alors, pour répondre en partie, on sera toujours au service d'une histoire. Si on raconte l'histoire d'une jeune femme disparue, ça ne sera pas celle d'un vieil aigri, d'un tueur de... Voilà, ça sera toujours l'histoire qui prime. En revanche, sur l'ensemble des histoires, on a la chance de travailler sur énormément de registres de fiction. Donc, nous, on essaie de balayer un équilibre et puis d'avoir une représentation la plus diverse et la plus variée possible justement de ces représentations. Donc, les propositions nous sont faites, c'est des propositions d'auteurs forcément, et puis on les prend. Et comment vous choisissez alors? En fonction justement, il vous manque des personnages féminins en fonction de quoi? Il nous manquait des personnages féminins, ça c'est vrai. C'est vrai que ça manquait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnages masculins dans nos fictions et qu'on avait envie d'en installer. Candice Renoir participe tout à fait de ce mouvement, et puis on a d'autres comme ça, mais oui, dans nos choix, on établit un certain nombre de critères, notamment ce type de critères. Forcément, c'est un choix, on est une chaîne de service public, donc il y a évidemment le propos, avant tout, qu'est-ce qu'on veut raconter à notre public, et puis il y a la manière dont on veut le raconter. Et aujourd'hui, oui, la représentation de la femme comme de la représentation de la diversité sont des éléments forts de notre démarche, bien sûr. Et vous avez l'impression que cette représentation elle-même a évolué, qu'on ne dit plus la même chose des femmes qu'on le disait il y a quelques années? Je ne saurais pas vous dire ça. En tout cas, je vois que l'Europe du Nord, effectivement, avance très très vite dans ce domaine, mais on voit que même les Italiens aussi font des fictions qui mettent en avant des femmes avec des registres très variés. Donc, je ne sais pas si globalement les choses avancent, lentement peut-être, mais nous, on essaye en tout cas, oui, de les faire avancer. Enfin, les portraits féminins sont différents. Sur France 2, en tout cas, j'ai essayé de regarder s'il y avait des points communs et à quel point, justement, sans faire une étude exhaustive, on pouvait nous-mêmes enfoncer des clous dans des stéréotypes. Alors c'est sûr, quand on regarde une fiction à un moment donné sur un personnage, oui, on tombe dedans et parfois même, on y travaille puisque ça permet des contrepoints intéressants. Mais au global, j'ai pas trouvé... j'ai pas trop trouvé dans nos fictions à France 2 de répétition de type de caractère. Lorsque on a des héroïnes, elles n'ont pas des attributs de caractérisation identiques à celles d'un héros. Elles ont juste des compétences et des caractérisations qui sont propres à ce personnage. Donc c'est fondamentalement des personnages qui ont des compétences. Et s'il y a un point commun dans toutes nos héroïnes, c'est leurs compétences. Et c'est ça qui leur donne leur caractère de héros et de leader de l'histoire. Après, dans les registres un peu socioculturels, il y a une grande variété de nos personnages, certains très CSP+. Si elles ont un point commun, en tout cas qui se dessine, j'ai regardé, c'est peut-être beaucoup de personnages soit célibataires, soit mères divorcées. Oui, ça serait un point commun, mais là aussi, je crois qu'on parlait des trains qui arrivent à l'heure. En fiction, on a besoin de personnages qui ont de temps en temps des petites complexités dans la vie affective et maritale. C'est le seul point commun que je retrouve beaucoup dans nos personnages féminins. Sinon, entre des jeunes stagiaires, des ministres, des avocates, des juristes, des chefs des juges, des chefs de cuisinières et autres, on a une représentation de professionnels assez intéressante. L'autre point commun, c'est qu'elles travaillent toutes. Là aussi, on a besoin de faire de la fiction, donc on a besoin d'avoir des personnages féminins qui sont en relation avec d'autres personnages. Dans l'étude qu'on a vue tout à l'heure, on parlait des relations un peu humaines.
ça, c'est une nécessité qui est liée aussi à la fiction, tout simplement. Et il faut qu'on puisse raconter des histoires. Donc La vie personnelle des hommes est moins évoquée que celle des femmes. Peut-être, oui, mais de plus en plus, je crois aussi c'était plus intéressant de voir finalement qu'il y avait un équilibre sur cette étude européenne dans les représentations et les métiers des femmes, alors qu'il y avait un certain déséquilibre du côté des hommes, puisqu'eux étaient cantonnés au rôle de flics ou de voyous. Maintenant, sur la partie des caractérisations des personnages, non, je crois que ça va aussi ça participe d'un mouvement un peu global où on travaille beaucoup plus les personnages que l'on le faisait d'antan, et on a besoin d'avoir des personnages qui ont des dimensions et des caractérisations très très travaillées, très poussées, et certainement moins monolithiques et moins caricaturales que ce qu'on a pu faire pendant très très longtemps. Donc je pense que c'est plus travaillé, mais ça vaut aussi pour les personnages masculins. Je voudrais demander à Martine Coulon-Gully justement ce qu'elle pense, elle, de toutes ces femmes qu'on voit dans les fictions françaises aujourd'hui. Marlène. Marlène, oh pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sans que je partage grand-chose d'ailleurs avec la Marlène qui était évoquée dans les Petits Meurtres d'Agatha Christie, vous m'en excuserez. La question, c'était quoi ? Qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces portraits de femmes qu'on retrouve dans les fictions françaises ? Alors d'abord, j'ai été vraiment très très intéressée par tout ce que j'ai entendu. Alors, il est évident que mon point de vue à moi, alors je ne vais pas dire le point de vue des chercheurs parce que je ne suis qu'une chercheuse parmi d'autres, hein, mais notre point de vue à nous se situe évidemment du côté de la réception. Donc on a toujours le sentiment que les choses sont éminemment pensées en amont. Peut-être qu'on sursignifie tout ce qu'on voit dans une image. Il n'empêche que je pense que ça fait sens, même si ce qu'on trouve, ce n'est pas forcément ce que vous avez souhaité y mettre. Et j'allais dire, justement, quand ce qu'on trouve, ce n'est pas ce que vous avez souhaité y mettre. Je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, à savoir que ce qu'on trouve dans les fictions, c'est quand même quelque chose comme la représentation d'un imaginaire collectif. Hein. Donc ça me paraît quand même très important. Alors, il y a évidemment énormément de femmes très différentes dans les extraits qu'on a vus. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez que je réagisse sur les 3 extraits qu'on a vus là, et on laisse de côté le village français pour tout à l'heure. Oui, voilà, on va en parler. Alors, on a évidemment trois types de fictions qui sont complètement différentes, hein, entre le soap qui est Plus belle que la vie, la comédie policière qui est Candice Renoir, et l'autre comédie policière que sont Les Petits Meurtres. On est quand même sur des registres qui sont très divers. Alors, je vais simplement vous dire la lecture que j'en ai faite. Hein. J'ai regardé, comme une téléspectatrice lambda, cet épisode de Plus belle la vie, Nuit blanche. Personnages principaux, 2 femmes. Une femme, en tout cas, blanche, éventuellement sa mère, éventuellement sa fille. Donc, en termes de personnages principaux, on se dit, carton plein, effectivement, on a des femmes qui semblent être moteurs dans l'intrigue. C'est en tout cas comme ça que j'ai ressenti. Et alors, je voudrais vous poser 2 questions. La première, concerne le rôle de l'amour maternel, qui me paraît être au centre de cet épisode, puisqu'en 2 mots, pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé toutes les émissions de Plus belle la vie, la fameuse Blanche s'est trouvée en butte avec sa fille parce qu'elle finalement, elle lui a volé son mari, Gaspard. Bon, donc, mauvaise mère. Hein. Et puis, dans cet épisode, sa fille disparaît et elle va tout faire pour la retrouver. Donc, au cours de l'épisode, on voit de loin une scène où sa fille la gifle et où elle lui dit « Tu es une mauvaise mère », etc. Et bon, ce qu'on comprend évidemment compte tenu de ce qui s'est passé auparavant. Et à la fin de l'épisode, sa fille lui tombe dans les bras en lui disant oh, « Tu m'aimes, mais évidemment, elle m'aime, c'est normal, c'est naturel, c'est ma mère. » Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dire au niveau du sentiment maternel qui est ici affecté à cette femme? Donc c'est en gros ma première question. Je vous dirai ensuite la lecture ou plutôt la façon dont je l'ai ressentie. Et la deuxième question que j'ai eue en regardant cet épisode, c'était ce que j'ai perçu comme une espèce de décalage entre ces femmes qui sont des personnages de premier plan et finalement l'espèce de
d'incompétence qui est la leur. La pauvre Blanche, quoi qu'elle entreprenne dans cet épisode, finalement, ça se solde par un échec. Et s'il n'y avait pas chaque fois, ou alors le groupe de 3 jeunes adolescents qui vient lui trouver le moyen de sortir de l'hôpital pour essayer de retrouver le présumé kidnappeur de sa fille, ou alors à la fin, quand elle retrouve sa fille et que finalement elle est sur le point de se faire assassiner par le vrai kidnappeur, si les flics n'arrivaient pas pour la tirer de ce mauvais pas, eh bien, on se demande ce qu'il adviendrait. Donc, dans les 2 cas, je me suis dit, mince alors, voilà une femme qui entreprend des choses, qui entreprend des actions, et finalement, si elle n'était pas aidée par les hommes, eh ben, elle n'irait pas très loin. En préambule, je ne vais pas me défiler, mais ce n'est pas du tout moi qui ai travaillé sur cette histoire. Bon, peu importe, j'assume. Moi, vous parlez du feuilleton, là, du fait que Blanche, effectivement, ça, en revanche, c'est une arche sur laquelle que j'ai coécrite, donc je la connais bien. Bon, ça peut être, on va dire, un classique des thématiques de soap. En même temps, c'est pas tous les jours qu'une mère, on va reconnaître ça, la mère qui rencontre le gendre et qui lui tombe dessus. Et voilà, c'est une passion échevelée entre le gendre et la belle-mère. Après, ça devient un fait divers. Après, ça devient un fait divers. Et donc, moi, je trouve ça assez... voilà, c'était un thème que je trouvais intéressant, surtout que Blanche est justement de ces personnages... Enfin, c'est une femme bien, quoi. Elle est prof, elle porte un peu elle est très politiquement correcte par ailleurs. Et puis là, on voit que face à l'amour, ou enfin, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, cette passion pour ce jeune homme, bon, elle perd un petit peu. Enfin, toutes ses valeurs sont complètement bousculées. Elle commet quelque chose d'assez grave, quoi, qui va avoir une influence très très forte sur sa relation avec sa fille. Donc là, dans cette histoire-là, je ne me rappelle plus exactement tout ce qui se passe. Blanche, c'est vrai, peut-être un peu maltraitée. Je ne sais pas, elle s'en sort pas très bien, c'est ce que vous sembliez dire. Elle est un peu... Très très mal. En tout cas, si les hommes ne venaient pas chaque fois à la rescousse, à mon avis, elle serait cuite. C'est pas impossible. J'en ai pas vraiment le souvenir. J'ai du mal à vous répondre précisément parce que je me souviens pas exactement. Je sais pas si vous réalisez le nombre de séquences qui sont tournées. Et en plus de ça, là, c'est particulier. C'est pas vraiment représentatif du feuilleton, puisque ça, c'est le prime. Ce sont des moments, enfin il y en a 2 dans l'année, quoi. Donc bon, c'est un petit peu particulier. Donc on doit écrire quasiment avec les moyens d'une quotidienne, on doit écrire, bon, avec un peu plus de moyens, mais guère plus, on doit écrire un prime comme un 90 minutes. Alors ça, bon, ça va pas vous intéresser si je vous parle de ça, mais c'est vrai que ça fait aussi partie des contraintes et du fait que, oui, peut-être que si on avait 6 mois de plus pour écrire l'histoire, je ne doute pas qu'elle serait différente. Si on avait, voilà, non, mais c'est aussi pour vous donner un peu le contexte. Mais est-ce que vous posez les mêmes questions pour un personnage féminin que pour un personnage masculin? Est-ce que vous travaillez de la même façon ou est-ce que vous essayez d'avoir moins de stéréotypes ou pas, ou au contraire d'en avoir plus? Est-ce que vous avez des idées Non, je pense que les stéréotypes, c'est vrai, sont des béquilles en fait. C'est vrai que quand on est dans une espèce de flot de création, parce que bon bah voilà, c'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que c'est un peu parfois aller à la facilité, un stéréotype. Nous, on comprend tout de suite ce que c'est, donc on sait très bien que les gens vont aussi percuter immédiatement, mais souvent aussi... Vive les stéréotypes. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on s'en amuse aussi. Bien souvent, les stéréotypes, on les crée et puis on les piétine une séquence ou 2 séquences plus tard. Je me souviens par exemple de 2 types qui sont à la terrasse d'un café et qui reluquent une jeune femme qui passe. Donc, somme toute, quelque chose d'assez fréquent. Vous avez remarqué, quand il fait beau, c'est quelque chose les 2 hommes en terrasse qui reluquent les filles. Bon. Mais en fait, si on regarde tout l'épisode, ces 2 mêmes personnages, au
moins un des deux, je me rappelle plus exactement, mais il se fait drôlement malmener par la fille qui vient de reluquer et tout, et ce côté un petit peu sexiste, un peu macho, un peu idiot du mâle un peu du mâle dominant qui reluque les filles. Finalement, on s'en amuse. On est les premiers à le contourner, à s'en moquer en fait. Donc oui, vous créez vous utilisez des stéréotypes pour mieux vous en amuser ou pour mieux les détruire après. Très souvent. Très souvent. Est-ce que je peux juste dire un mot là-dessus? Il me semble que ce que je pointais là, ça ne relevait pas du stéréotype, j'allais dire explicite. Blanche qui, quelles que soient les actions qu'elle entreprend, se trouve finalement dans une impasse et dans l'obligation de recourir à un homme pour la sortir du mauvais pas. Il me semble qu'on n'est pas là dans un stéréotype explicite. On est là plutôt dans ces stéréotypes implicites que nous portons tous et qui nous font envisager finalement une forme de compétences douteuses, voire d'incompétence ou d'incapacité des femmes à mener une action à leur terme. Mais Blanche, elle est prof de littérature, donc non, mais c'est vrai. Qu'elle soit prof de littérature ou d'autre chose, il me semble quand même. Si elle était une femme flic, parce qu'on a des femmes flics, par exemple, dans Plus belle la vie, elle n'aurait pas ce problème d'incompétence pour résoudre une. Sans aucun doute, mais c'est vrai qu'il y a relativement peu de femmes flics, peu de femmes flics. Enfin, je veux dire qu'il me semble qu'on à travers ce type de fonctionnement, on prend conscience quand même de ce que nous portons en nous inconsciemment, de sexisme dans notre façon de mettre en scène des personnages de fiction. Je plaide coupable. Mais non, mais je voulais dire. Ça tombe bien, je vais donc reprendre la main puisqu'on parle de coupable. Et je vais demander à Jean-François Boyer. Est-ce qu'on peut revenir 2 minutes avant le coupable idéal? Est-ce qu'on peut peut-être rester 2 minutes sur les deux autres séries, ou est-ce qu'on les passe complètement Non, si vous avez quelque chose à dire. Mais j'ai plein de choses à dire. Tout à fait brillant. Dites, vous m'avez fait venir de Toulouse pour que je prenne la parole, vous n'allez pas me l'enlever comme ça. Bon, donc juste 2 choses sur ces 2 autres séries que je trouvais effectivement très intéressantes. Alors là, on est dans le registre de la comédie pour le coup, et c'est vrai que vous fabriquez des personnages féminins, vous l'avez dit, qui sont très stéréotypés et qui vous jouez avec ce type de stéréotypes. Alors moi, là encore, une question. Alors le personnage de Candice Renoir, elle surjoue le stéréotype féminin, et ce faisant, il me semble qu'elle le déjoue d'une certaine façon, d'autant elle le met en permanence à distance, avec tout un tas de formules du genre, je sais bien que je suis une blonde, mais quand même, etc. Donc le stéréotype de la blonde court tout au long de la série et permet de mettre les choses à distance. Je ne sais pas si ça fonctionne exactement de la même façon dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Alors, il y a un petit côté Madman dans la mise en scène années 50. En tout cas, c'est comme ça que la téléspectatrice que je suis l'a ressenti. Et je crois ce qui est très important quand on parle de comédie, c'est de voir quels sont les personnages avec lesquels on rit et quels sont les personnages dont on rit. Et autant il me semble qu'avec Candice Renoir, on rit avec elle, justement parce qu'elle met à distance tous ces stéréotypes. Je me pose la question par rapport au personnage d'Alice Avril. Poisson d'avril, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Alice Avril ? Parce qu'elle est née, en fait, elle est orpheline, elle a été déposée devant le pensionnat un 1er avril, donc elle n'a pas de nom. Donc on l'a appelée Avril. Donc effectivement, d'où ce côté complètement gaguesque du personnage qui est né un 1er avril et qui porte ça. Et dans un des épisodes que j'ai regardé, ça devait être Petit meurtre au champagne, on voit, dont est extrait cette formidable scène où elle performe son genre, où elle doit marcher avec des talons et où Marlène, mixte de Monroe et de Marlène Dietrich, qui incarne la féminité de façon magistrale, lui donne finalement un cours de féminité. Et dans ce même épisode, dans d'autres aussi, on voit le personnage d'Alice Avril qui est complètement dans le contre-stéréotype. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont supposés être constitutifs de la féminité, elle les prend à revers. Par exemple, elle mange comme un cochon. Elle mange beaucoup, ce que d'ailleurs lui reproche l'inspecteur en lui disant « Vous avez un corps de petit cochon, vous mangez avec les doigts, vous êtes sale ». Elle jure. Et elle jure et elle l'insulte. À un moment donné, elle lui dit « Mais pétez un coup, vous êtes tout blanc. » Enfin bon, bref, elle prend à contre-pied
tous les éléments du stéréotype. Et alors, deux questions. Je ne sais pas quelle est la portée du contre-stéréotype. Le contre-stéréotype est toujours serf, tributaire, du stéréotype qu'il condamne. Et alors, je crois que cette espèce de binarité retournée nous renvoie quand même toujours à ce modèle de la féminité qu'il est supposé mettre en question. Donc, je ne sais pas si on va très loin de ce côté-là. En fait, ce que vous dites sur tout le contre-stéréotype, c'est pour traiter en fait plutôt l'affrontement avec le commissaire Laurence, qui lui est un homme de goût, élégant, et elle n'a pas d'éducation. Donc, c'est comment ? Voilà, il est très stéréotypé. Et en fait, c'est pour jouer aussi un autre stéréotype. Encore une fois, c'est du film de genre assumé. Et c'est pour aller dans l'affrontement entre deux styles d'éducation. Je dirais pas que c'est Danny Wilde et Brett Sinclair, mais il y a un côté un peu comme ça où on joue aussi là-dessus sur une femme qui a pas eu d'éducation, qui se fait elle-même et qui est courageuse, qui est une héroïne, qui veut s'en sortir. Et voilà. Donc, je sais pas si c'est un contre-stéréotype, c'est plus l'illustration d'un autre caractéristique du personnage, qui est quelqu'un qui n'a pas d'éducation et qui veut s'en sortir face à un personnage qui, lui, est beaucoup plus cul-serré et qui est aussi qu'elle malmène souvent. Donc voilà, lui. Et là, vous parlez, en fait, là, on a vu, j'avais choisi un peu ces extraits-là, enfin, en tout cas les premiers sur Jeu de glace, parce que c'était vraiment le côté pilote et installation des personnages. Toute la jubilation aussi du travail sur les personnages et dans ces séries-là, c'est de les faire évoluer d'un épisode à l'autre. Et là, on est, nous, dans les épisodes 7 et 8 maintenant. Là, c'était le 1 et le 2, ce sont des 90 minutes. Et bien évidemment, un personnage comme Marlène, pardon, très joli prénom, qui nous inspire beaucoup. On le fait aussi beaucoup évoluer parce qu'on sait très bien que ça aurait été comme un espèce de hamster dans son truc et que c'était pas très intéressant. C'était drôle au départ. Maintenant, elle est beaucoup plus associée dans les enquêtes. Elle est plutôt quelqu'un qui est pas sotte du tout, qui elle aussi d'une certaine manière manque d'une certaine forme de culture, mais elle a aussi un peu comme Candice sa culture personnelle et son bon sens. Et elle n'est pas sotte. Et voilà, donc ça évolue aussi au fur et à mesure des épisodes. Et Alice aussi, elle évolue. Et voilà, après, on reste quand même dans du stéréotype et dans de l'archétype, mais assumé. Donc maintenant, je voudrais demander donc à Jean-François Boyer, qui est le producteur délégué d'un village français. Donc, en plus, vous avez travaillé, je crois, avec un historien, avec M. Azéma. Et comment vous avez construit petit à petit vos personnages ? Est-ce que, par exemple, les personnages féminins ressemblent à ce qu'ils étaient à l'époque ? Est-ce que vous les avez modernisés ? Comment vous y êtes pris ? Premier point, la réalité qu'on voit, celle de 1940, c'est un affreux stéréotype pour nous, hein, et on l'a recherché. Et dès la première saison, c'était très important pour nous, pour les téléspectateurs qui arrivaient, qui comprennent qu'on est en 1940. Les femmes n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit d'être élues, elles n'ont pas de chéquier, et volontairement, effectivement, au moins pour les 3 premières saisons, on a veillé à ce que les femmes ne soient pas décisionnaires. Et je rends hommage à votre petit film là, qui était très bien monté, parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez fait attention, le personnage de Marie, la fermière. Oui. Et on voit 2 scènes. On voit la scène du premier épisode, où Marie sort de la ferme et va voir Thierry Godard, et elle a l'air un peu empruntée, un peu soumise face à cet homme qui est le patron de l'entreprise locale, après, qui va devenir son amant. Oui. Dans les épisodes suivants, je ne veux pas vous spoiler toute la série, mais elle finira par virer son amant, elle tuera son mari, et elle prendra la tête du réseau de résistance de toute la région. D'où le deuxième petit épisode qui était très bien fait, qu'on a vu effectivement, où elle essaye de prendre l'ascendant sur Antoine, le patron du maquis Antoine, le jeune homme de 20 ans, là, le blond. Donc il y a une formidable évolution de ce personnage. Et est-ce qu'il y a eu des femmes, en effet, qui ont fait ce genre de choses et qui ont été chefs de réseau ? Bien sûr. Chef de réseau, vraiment. Alors, l'accord qu'on a passé avec Jean-Pierre Azéma, notre historien, c'est de pouvoir, Jean-Pierre, retoque tout ce qui n'est pas véridique. Donc il a un rôle très important là-dedans, et à ce moment-là, adressez-vous à lui, il vous le confirmera. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était effectivement minoritaire en 1940, puisque, pour le coup, mais tout ce qui est dit est véridique. Je voudrais revenir sur un point sur les personnages. À partir de la 2e saison, on a fait appel, l'auteur principal, Frédéric Krivine, a fait appel à une femme psychologue qui s'appelle Violaine Bollet, que certaines connaissent peut-être dans la salle, qui nous a beaucoup apporté. On a affiné, grâce à Violaine, la description des personnages, aussi bien masculins que féminins d'ailleurs, pour qu'on soit plus en empathie avec eux. C'est-à-dire, l'un des ressorts de cette série, c'est qu'on soit toujours en empathie, non pas en sympathie.
Il ne s'agit pas que les personnages, comme dans toutes les fictions, nous soient sympathiques, mais il faut qu'on comprenne leur motivation, y compris les salauds, entre guillemets, comme Richard Samel, Heinrich, le patron du service allemand de contre-espionnage. Il faut qu'on puisse comprendre systématiquement ses motivations. Dernier point, j'ai fait, grâce à Marianne Bernard, parce que je trouve que tout ce débat est passionnant, une petite analyse, et je trouve que ça sert à ça aussi, ce genre de rendez-vous, de répartition un peu des principaux postes. Donc j'ai pris ce qu'on appelle la Bible de tournage, donc de la saison que nous allons tourner, là, la saison 6 du Village français. Et donc là, vous avez tous les postes qui sont décrits. Et pardon, c'est pas très scientifique, j'ai fait une petite répartition homme-femme par poste. Je vous donne quelques... Et ça m'a beaucoup appris, ça nous a beaucoup appris. Je vais peut-être me tendre le dos pour me faire battre, bien sûr. On s'aperçoit que sur les auteurs, il y a 8 auteurs, dont Frédéric Krivine, l'auteur principal. Nous avons 2 garçons, 2 hommes et 6 femmes. Donc, si tant est que ce soit scientifique, les femmes représentent 75% de l'effectif des auteurs. Deuxième enseignement sur les comédiens principaux. C'est une série chorale, donc il y a 12 comédiens principaux. Je donnerai ces chiffres pour ceux que ça intéresse. Sur les 12 comédiens principaux, 6 hommes, 6 femmes. Mais là, je réponds peut-être à une question que vous allez me poser. On ne s'est jamais posé la question de veiller à cet équilibre-là. On s'est retrouvé comme par magie à 6 et 6, et ce depuis le début de la série. Sans l'avoir décidé. Sans l'avoir décidé. Et pour le coup, alors en revanche, et je donne tous les chiffres, hein, nous avons sur cette saison 190 salariés, à savoir 50 comédiens et 140 techniciens. Sur les 50 comédiens, les hommes représentent 78% de l'effectif, 39, les femmes 22% de l'effectif, mais dans cette saison, c'est la libération de Villeneuve, donc nous avons 12 soldats, donc qui sont des soldats américains et des soldats allemands, donc qui peut-être sur cette saison, mais je n'ai pas vérifié sur la saison précédente, déséquilibrent encore plus fortement. Et deuxièmement, sur les postes de techniciens, sur l'ensemble de l'effectif, donc les 140, nous avons 65% d'hommes, 35% de femmes, et sur les chefs de poste, effectivement, nous avons 70% d'hommes et 30% de femmes. Voilà tous les chiffres de cette saison du village. Et effectivement, c'est intéressant, parce que ça amène à se poser de vraies questions. Est-ce que vous avez déjà eu une réalisatrice dedans? Non. Pourquoi? C'est une bonne question. Il y en a dans la salle, on en reparlera. On a absolument le temps de 1 ou 2 questions, c'est tout dans la salle, et après... Oui, juste pardon, excusez-moi pour compléter. Si on regarde les professions avec lesquelles on travaille dans la fiction, c'est la profession qui vraiment est totalement masculinisée. Là, vraiment, on a un levier à agir. Hein. Oui. Sous-représentation des femmes dans les réalisations. On en parle juste dans la table ronde, juste derrière, parce que c'est vraiment ça le fond du problème, je crois. Hein. C'est pas tant le contenu que qui crée, qui a les manettes et qui écrit, qui réalise, etc., et qui produit. Bonjour, Emmanuelle Guilcher, je suis directrice adjointe de la programmation de France 2. Je voulais juste rebondir sur une petite chose qui a été soulignée tout à l'heure sur les stéréotypes esthétiques dont on serait victime. Mes camarades ont déjà beaucoup répondu sur le reste, et je trouve que c'était assez riche. Je pense que cette remarque ne résiste pas à l'analyse du visionnage de nos antennes. Je ne vais pas vous imposer une liste exhaustive, mais vous les connaissez tous. Je voudrais bien comprendre quel est le code esthétique commun entre Cécile Bois chez Candice Renoir, Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas, les 4 héroïnes de Tiger Lily, Michel Bernier dans La Smala. Je vais compléter, puisqu'on parle des antennes en général et pas forcément de la fiction française, le commissaire femme de Broadchurch, dont on nous a beaucoup dit d'ailleurs qui ne correspondait pas au code habituel des femmes dans les séries. Voilà, c'était juste une petite remarque. Moi, j'avais réagi par rapport au visuel qui nous avait été présenté là, hein, et sur les séries européennes. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail, il y a un effort concernant la diversité des représentations physiques des femmes. Ce que je voulais mettre en avant, c'est tout de même le fait que les impératifs physiques restent prégnants chez les femmes, surtout et y compris au niveau de l'âge. Je pense si on compare les physiques des hommes et des femmes, je pense que les hommes, il y a une palette infiniment plus large concernant les rôles masculins, y compris au niveau de l'âge.
Dernière question, et après vraiment on passe à notre dernière table ronde. Oui, moi je voudrais apporter une réaction à des choses que j'ai entendues au début, mais qui heureusement ont évolué durant le débat. Au départ, il semblait y avoir une opposition entre le fait de décider de tenir compte des femmes dans la fiction, c'est-à-dire des rôles, des stéréotypes, et le fait d'avoir un point de vue d'auteur. Et voilà, moi, c'est une question faussement naïve. Ne peut-on pas penser qu'on peut très bien être un auteur avec des névroses à l'œuvre dans sa création et où on aurait en même temps décidé qu'on aurait envie que dans notre histoire, il y ait aussi des femmes avec une image pas stéréotypée, voire un nombre de femmes. Et simplement se dire que décider quelque chose n'est pas en opposition avec créer... Au Danemark et dans les pays nordiques, on en a des exemples tout le temps. Molière était un auteur de commande et il a aussi été un créateur. Donc, à partir du moment où on constate qu'il y a un défaut dans la représentation des femmes et dans leur image, on peut décider d'y remédier et ce ne sera pas anti-créatif et anti-névrose d'un auteur. Voilà. Et peut-être que la vraie question, de toute façon, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui, enfin maintenant plutôt, c'est qui crée ? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut décider en amont ou est-ce qu'il faut laisser les femmes réaliser, écrire et après elles écriront ce qu'elles ont envie d'écrire et de dire? Parce que sinon il y a quelque chose d'un peu peut-être, enfin là je m'avance beaucoup, mais il y a quelque chose d'un peu de censure de vouloir dire on fait ça, on fait ça. Il faut peut-être laisser la possibilité à tout le monde de s'exprimer, donc les femmes comme les hommes. C'est peut-être ça le fond du problème. Alors juste pour rebondir par rapport à ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il ne s'agit pas de dire on va faire comme ci, comme ça, comme ça. Maintenant, il me semble évident que pour moi ce qui est politiquement correct, c'est justement de ne pas s'interroger sur les représentations dominantes que les uns et les autres en véhiculent. Et que moi-même, je suis auteure, et je peux vous dire que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Je réfléchis énormément aux stéréotypes que je ou nous véhiculons, mais également ceux sur les hommes. Et d'ailleurs, j'ai été assez frappée de voir que dans l'étude qui a été faite juste avant, là, de voir qu'en fait, les hommes, ils sont beaucoup plus stéréotypés que les femmes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus enfermés encore que les femmes dans certains rôles. Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement créatif de réfléchir à tout ça, et que s'il y a bien quelque chose de politiquement correct, c'est justement de ne pas s'interroger là-dessus. Non, je voulais juste confirmer ce que disait la jeune femme devant moi, c'est que on ne peut pas opposer une soi-disant contrainte sur une lutte contre les stéréotypes sexistes avec la liberté de l'auteur, parce qu'en ce qui concerne le racisme, on y arrive très bien. Je veux dire, personne, aucun auteur au monde, aussi libre soit-il, en tout cas en France, n'écrirait des scénarios qui seraient effectivement racistes. Or, ils peuvent être effectivement sexistes. Donc je pense qu'on peut tout à fait lutter contre les stéréotypes tout en gardant sa pleine liberté créative. Mais la question n'était pas tellement celle-là d'ailleurs, c'était est-ce que de décider qu'une femme, on va mettre une femme qui a 30 ans, qui est célibataire ou qui est divorcée, qui a 3 enfants, qui a tel problème, est-ce que c'est pas d'une certaine façon véhiculer toujours les mêmes stéréotypes? C'était plutôt ça la question. Est-ce que, je crois avoir compris ça, mais... Bon, alors donc maintenant on va à notre dernière table ronde qui est justement la place des femmes. Où sont les femmes en tant que créatrices? Si je peux, ça va faire le lien en plus, ça va être formidable. Bonjour, je suis Sandrine Ray, j'ai eu la chance de faire pour France Télévisions un film diffusé l'année dernière pendant la semaine de la femme, La balade de Lucie, qui a eu beaucoup de succès et qui justement essayait de sortir du stéréotype pour montrer le portrait d'une femme pour qui le plus important c'est de s'inventer sa propre vie. Et qu'il me semble, dans ce qu'on vient de citer, que ce soit Candice Renoir, enfin, beaucoup de ce dont on vient de parler, il est aussi montré que quand une femme ne correspond pas purement aux stéréotypes attendus, elle rencontre un franc succès au sein de France Télé, du public, etc. Donc, soyons effectivement tous très attentifs à proposer des portraits de femmes qui ressemblent aux femmes d'aujourd'hui, parce que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'hier. Alors bien sûr, quand on parle des femmes d'hier, c'est hier, mais aujourd'hui, les femmes, comme vous disiez,
Carole, elles font 3 vies en même temps. Elles jonglent avec tout un tas de choses. Donc, montrons-le. Elles ont des postes à responsabilité. Nous en avons là plein. Elles font tout un tas de choses et on ne les voit pas assez. Et moi, j'aimerais qu'on les voit davantage. Et alors, nonobstant, je fais la liaison. Je suis aussi vice-présidente de 25 images pour la place des réalisatrices dans nos métiers. Et je dois dire que les chiffres sont catastrophiques, puisque je vais en profiter pour les donner. 16% à la télévision de réalisatrices, 3% quand elles ne sont pas scénaristes, et 23% au cinéma. Donc je pense qu'il était important de poser ça pour changer, poursuivre le débat. Merci.